Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Kill Bill. Kill Bill volume 2. Mais avant d'en parler, on va se rappeler une vidéo qui a été postée en 2018 sur le compte Instagram de Uma Thurman et la voici. Une vidéo d'un accident qu'elle a dû subir en fin de tournage de ce Kill Bill et dans lequel Quentin Tarantino lui a fait prendre énormément de risques puisque il l'a fait conduire, il voulait pas que ce soit une cascadeuse qui conduise cette voiture à ce moment-là du film, il voulait que ce soit Uma Thurman. Et en fait, il lui a fait prendre un sacré risque puisque Uma Thurman aurait pu clairement y rester, puisqu'il raconte lui-même avoir fait un essai avec la voiture en roulant sur la portion de route que l'actrice devait parcourir entre 50 et 70 km/h. C'est tout droit, pas de descente, pas de virage caché, sauf que ce jour-là, il décide finalement de filmer la scène dans l'autre sens car la lumière semble meilleure. Il admet avoir fait l'une des plus grosses erreurs en ne faisant pas de nouvel essai, car la route n'était pas parfaitement droite, elle dessine un virage en S et la voiture devient incontrôlable à cause de la caméra installée dans le coffre et Uma Thurman finit par percuter un arbre. Plus que l'un des plus grands regrets de ma carrière, c'est l'un des plus grands regrets de ma vie, car la confiance a été rompue pendant plusieurs années, a dit Quentin Tarantino. Dans le reste de l'interview, il revient plus longuement sur son comportement, qualifié même de violent par Uma Thurman lors du tournage. L'idée d'une chaîne autour du cou de l'actrice lors d'une scène de strangulation était une suggestion de l'actrice, assure-t-il. Et on le voit bien dans cette vidéo, un Quentin Tarantino qui accourt vers Uma Thurman et voilà, qui lui donne même une bouteille d'eau, etc. Bon, à ce moment-là, il se rend pas compte que elle va même avoir des séquelles. Donc voilà, je voulais juste rappeler ces faits-là qu'on a su en 2018, pas avant, parce que Miramax, Weinstein avait plus ou moins planqué toutes ces vidéos, et après, quand il a été accusé de harcèlement sexuel et tout ça, et que toute cette affaire lui est tombée dessus, en gros, Uma Thurman a pu récupérer cette vidéo et pouvoir la diffuser et montrer ce qui s'était réellement passé. Voilà pour cette grosse anecdote sur Kill Bill 2, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Maintenant, on rentre évidemment de plein pied dans le film. Alors pour moi, Kill Bill 2, c'est clairement... je le dirais très volontiers, avec Reservoir Dogs, pour moi le meilleur de Quentin Tarantino, bien mieux que le premier. J'ai toujours préféré Kill Bill 2 au premier pour plusieurs raisons. On va voir ça évidemment dans cette vidéo. Alors déjà, on peut dire que la bonne idée ne vient pas forcément de Quentin Tarantino, mais d'Harvey Weinstein, qui lui décide de couper l'œuvre en deux. En fait, Kill Bill, ça devait être un long film de 4 heures. Et évidemment, en tant que producteur, Weinstein, ça lui fait un petit peu peur de sortir un film de 4 heures en salle, donc il dit à Quentin Tarantino, il va falloir le couper en deux. Et je dirais que bien lui en a pris, puisque on a vraiment cette impression, enfin même, voilà, ce résultat d'avoir... au sein de la même œuvre, deux films aux genres différents. Le premier qui empruntait beaucoup évidemment au cinéma asiatique, on a beaucoup de kung-fu, on a beaucoup de tout ça, et le deuxième qui va carrément presque, oserais-je dire, pas un western, mais disons que c'est les premiers pas de Quentin Tarantino dans le western, mais sans faire un western. Sans faire un western à la Django Unchained, par exemple, qui va faire plus tard, ou voir Les 8 salopards. Il va faire, en fait, il va distiller des codes du western, mais tout en restant dans un contexte urbain, dans un contexte très moderne. Et donc, c'est ça la particularité de Kill Bill 2 et la force de Kill Bill 2. Et toujours en adoptant ce récit plus ou moins déconstruit, c'est ce qu'on va voir aussi. Du coup, tu as un petit récapitulatif en début de film où Uma Thurman raconte ce qui s'est passé dans le premier. Quand Quentin Tarantino va diffuser la version de Kill Bill dans un cinéma à Los Angeles, il va la diffuser en fait dans une longue version de 4 heures. Il va évidemment couper ce récap, il va modifier quelques trucs. Mais là, évidemment, quand on rentre dans la salle pour voir Kill Bill 2, il faut bien avoir un petit récapitulatif quand même pour se remettre dans le bain. Et donc, quand je parlais de western sans faire un western, on va avoir effectivement une iconographie qui fait très western et ça va commencer par la première scène, donc le massacre de la chapelle dont on nous parle souvent évidemment dans le premier film. Donc une chapelle perdue au milieu d'une route de campagne et donc tu vas voir ce massacre lors de la fameuse répétition de ce mariage. Tu as
la musique fabuleuse, l'utilisation de la musique d'Ennio Morricone. Ce morceau Il Tramento, je vous recommande évidemment de l'écouter. Et d'un seul coup, ça s'enchaîne encore sur des codes du western, puisque Uma Thurman, la mariée, va découvrir Bill qui l'attend hors de la chapelle. Et là, on va carrément avoir un plan à la Sergio Leone, une scène à la Sergio Leone avec un chant contre chant et les gros plans sur les visages, comme si on était dans Il était une fois dans l'Ouest, comme si on était dans Le Bon, la Brute et le Truand. Donc en gros, Tarantino nous refait du Sergio Leone, mais sans évidemment nous mettre dans un contexte, une époque de western. Donc on voit bien là, il a vraiment envie, ça le titille, vraiment de faire du western à ce moment-là, mais il le fait avec des scènes du quotidien et surtout une scène où tu as un homme et une femme qui vont se retrouver, qui ne sont plus ensemble et qui vont lutter plus ou moins psychologiquement dans cette scène. Et bien évidemment, Tarantino ne montre pas la tuerie de l'intérieur, il aurait été tenté de nous la montrer, cette fameuse tuerie, cette fameuse fusillade, et il nous la montre pas, évidemment, c'est trop évident. Et en fait, Kill Bill 2, ça va être ça tout le temps, c'est-à-dire que à beaucoup de moments où on va s'attendre à des tueries de masse, à des choses trop évidentes, il va tout éviter, il va éviter de nous montrer les choses qu'on attend de lui en fait, et nous prendre totalement à contre-pied. Mais le truc bien, c'est que ça passe. Et ça se vérifie par rapport à la réintroduction du personnage de Black Mamba. Alors je parle pas évidemment de la scène flashback du massacre de la chapelle, puisque là on va l'avoir en flashback, Black Mamba, mais la réintroduction de Black Mamba dans la temporalité du récit qu'on était en train de suivre, c'est-à-dire la suite de la vengeance. Et là où on aurait pu s'attendre effectivement à une grosse confrontation entre Black Mamba et Michael Madsen, on va avoir tout l'inverse. C'est-à-dire que tu as Black Mamba qui se prépare à défoncer Michael Madsen et pour le coup c'est elle qui se fait défoncer puisqu'elle rentre dans la caravane et elle se prend un coup de fusil monstrueux et d'un seul coup tu as l'impression que tout est terminé puisqu'elle finit carrément dans un caisson et qu'on va mettre sous terre. Et là clairement non seulement tu n'as pas la scène que tu aurais voulu avoir, c'est-à-dire Black Mamba qui défonce Michael Madsen, et en plus tu as l'impression vraiment d'une fin de personnage, et donc en plus elle va être enterrée, donc clairement la scène est magistrale puisque quand elle est dans le caisson, tu as vraiment cette sensation d'étouffement parce que Tarantino la filme de l'intérieur du caisson avec en off les bruits de la terre comme ça qui se mettent comme ça sur la caisse, toi tu les entends, t'es comme avec Black Mamba, t'es comme avec Uma Thurman dans le caisson, c'est juste magistral ce plan, c'est tout bête mais il fallait y penser. Et là ce qui est très intéressant, c'est que tu as une interruption du récit au bout de 25 minutes de début de film, c'est-à-dire que Tarantino interrompt la quête qu'elle est en train de mener, c'est-à-dire sa quête de tuer un par un tous les gens qui lui ont voulu du mal, et là hop, flashback avec donc une partie de l'origin story en fait de Black Mamba, de comment elle a été formée, par qui elle a été formée. Donc on va lui raconter évidemment l'histoire de Pai Mei, ce maître chinois qui va la former, et alors dans des conditions hyper dures, où elle va apprendre entre autres la technique de la paume, où justement avec cette technique de la paume, elle va pouvoir se sortir de la tombe quand on va revenir dans la temporalité du récit de sa quête de vengeance. Alors toute la séquence avec Pai Mei, elle est juste incroyable, Uma Thurman en chie, mais alors comme pas possible, le maître est super dur, encore une fois, mise en scène de Tarantino remarquable, irréprochable, dans toutes les séquences de baston, d'entraînement, on a vraiment l'impression, on a vraiment l'impression d'assister à un film de kung-fu à l'ancienne. Donc on sort un petit peu des codes du western à ce moment-là, alors que tout le film nous entraîne vraiment dans un film typiquement western. Là, on en ressort un petit peu et on y revient quand justement Black Mamba va utiliser cette technique de la paume pour sortir de la tombe. La tombe d'ailleurs est celle de Paula Schulz, et puisque Tarantino nous dit que son univers est interconnecté, eh bien la tombe de Paula Schulz c'est la femme du personnage Schulz joué par Christophe Waltz dans Django Unchained. Donc ça déjà c'est toute la force du film, je trouve, de ce volume 2, c'est que il arrive à interrompre le récit d'une quête qu'on suit, parce que c'est pour ça qu'on voit le film, en nous racontant un très 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 long flashback, donc en prenant le risque d'interrompre ce pourquoi on est allé voir le film, nous mettre ce long flashback comme ça, nous raconter une origin story indispensable pour savoir comment Black Mamba est arrivé à ça en fait. Et ça c'est juste magistral d'arriver, de prendre ce risque-là et d'arriver à rebondir, à revenir sur ses pattes et à nous raconter donc la suite de cette fameuse vengeance. Bon ça, voilà, c'est l'art du récit, du montage, de l'écriture. C'est pour ça que je dis que vraiment c'est pour moi le meilleur de Tarantino, quoi, avec Reservoir Dogs bien sûr.
She's coming to kill you. You see Cutter Wade through 88 bodyguards. Alors après, ce qui est intéressant dans ce volume 2, c'est que enfin on a plus ou moins le point de vue des méchants, c'est-à-dire le point de vue de Helldriver, de Michael Madsen, etc. Ça c'est intéressant parce qu'on va quitter le point de vue de Black Mamba, on va épouser un autre point de vue, donc ceux des méchants, et voir qu'ils sont tous aussi dégueulasses les uns avec les autres, et même une fois que leur quête de tuer Black Mamba est terminée, on voit bien que voilà, c'est des bad guys, ils resteront des bad guys, hein, puisque Helldriver va essayer de tuer Michael Madsen avec son serpent Black Mamba au moment où elle récupère le sabre d'Hattori Enzo. Et puis on va arriver à cette fameuse scène, je dirais, allez, la meilleure scène de baston, peut-être des deux volumes. La scène de baston qui va se dérouler dans une caravane entre Helldriver et Black Mamba. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, ça rejoint l'argument que j'énonçais dans la première vidéo, donc sur le premier Kill Bill. Là, on quitte encore tout lieu mythologique. Hein, on n'utilise pas le dojo, on n'utilise pas le désert, on n'utilise rien. On utilise l'intérieur d'une caravane. Et si tu veux, la maîtrise de l'espace de Tarantino dans cette scène, elle est juste fabuleuse, parce qu'il faut y aller, quoi, filmer dans une caravane. Alors évidemment, tu penses bien que la caravane, ça n'a pas été tourné à l'intérieur d'une vraie caravane. Tu penses, c'est un studio aménagé, bien sûr, pour que on puisse poser la caméra, avoir des angles de caméra intéressants, mais n'empêche que le lieu choisi, ce que ça donne en retranscription cinématographique, c'est juste fabuleux, quoi. T'y crois à mort. T'as vraiment l'impression qu'elles se battent dans un lieu totalement exigu, et que comment elles vont faire pour se battre au sable, comment elles vont faire pour s'envoyer des punchs, des coups de poing, des coups de pied. Et tout ça est vraiment géré de main de maître, une fois de plus, par Tarantino. Et je le redis, il évite encore une fois les clichés. Cette scène se termine évidemment par l'arrachage du deuxième œil de Helldriver. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça permet de revenir sur l'arc narratif de Pai Mei, donc le maître chinois. C'est-à-dire que via cette scène, il donne un arc narratif au maître chinois et qui finit très très mal là pour le coup à cause de Helldriver. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est hyper malin dans l'écriture. C'est-à-dire que là où il aurait pu donner un arc narratif au maître chinois dans une scène bien précise, voilà, on commence du point A, on finit au point B, il va plutôt donner la fin de cet arc narratif de Pai Mei en référence au personnage de Helldriver au moment où elle se bat avec Black Mamba. Donc c'est juste fabuleux. Et puis en même temps, je dirais que ça donne une détermination encore plus forte à Black Mamba de tuer Helldriver du fait qu'elle a tué ce maître chinois. Donc ça c'est encore fabuleux en termes de montage, en termes d'écriture. En gros, c'est ce que je disais dans la première vidéo, Kill Bill c'est vraiment, je trouve, un des films de Tarantino les plus fouillés, quoi. Vraiment les plus fouillés, rien n'est laissé au hasard, tout personnage va avoir son arc narratif. Tout personnage n'est jamais laissé en plan, il n'y a rien qui est inexploité. La force aussi au récit d'un réalisateur qui décide très clairement de prendre son temps, alors qu'il aurait pu faire un film de vengeance voilà, un petit peu sommaire, assez rapide finalement, où le but était juste de se venger, de tuer, et puis merci, au revoir. Lui, il prend vraiment son temps et développe tout son univers. C'est ça qui fait la force de Kill Bill, quoi. Et puis pour finir, évidemment, ce fameux face-à-face avec David Carradine. Bon, juste je précise, je reviens un petit peu sur les acteurs. David Carradine, évidemment, fabuleux. Pendant tout le long métrage, chaque apparition, t'es comme ça. L'acteur est vraiment hyper magnétique. Et c'est vrai que j'avais pas parlé non plus de la prestation du Matterman dans le premier, je l'avais un peu zappé. Bon là, il faut en parler quand même parce qu'elle est juste mais fabuleuse. Elle est archi crédible. Elle donne beaucoup de différences dans son jeu Uma Thurman. Elle passe de la femme d'action, de la femme hypersensible, de la femme qui pleure, de la femme qui s'énerve, de la femme qui s'en prend plein la gueule. Enfin, c'est quand même fabuleux cette prestation du Uma Thurman. Moi, je comprends même pas que le film n'ait pas été nominé, il faudrait que je vérifie quand même, mais que sa prestation n'ait pas été au moins nommée, quoi, tu vois, dans une cérémonie Oscar ou Golden Globe, parce que vraiment, elle donne une palette à son jeu, je trouve, Uma Thurman dans Kill Bill, qui aurait mérité quand même d'être saluée grandement, quoi. Et donc, je reviens donc sur ce face-à-face, alors là, une fois de plus, Tarantino, il s'amuse, Tarantino... est-ce qu'il se fout de notre gueule? Mais clairement, là, une fois de plus, il ne donnera pas ce que tu attends de lui dans ce face-à-face. Et c'est pour ça qu'on aime Kill Bill 2. C'est justement pour, voilà, toute cette scène prise à contre-pied de ce qu'on aurait pu attendre. Parce que quand elle se retrouve face à Bill, toi, tu t'attends à un déferlement de violence à peine la porte franchie. Eh bien, non, ça va pas être ça parce qu'en fait... le but de Kill Bill, le but de Tarantino pour moi dans Kill Bill, en tout cas c'est mon interprétation, c'est en vérité de faire un film sur la maternité, sur ce qu'est être une mère, voire même une famille, comment gérer le fait d'être une femme au sein d'une famille. En fait c'est ça qu'il a voulu raconter Tarantino. Et en fait
lors de cette confrontation finale avec Bill, c'est exactement ce qu'il va raconter. C'est exactement ça. Donc, il va en profiter pour casser en fait le rythme de la quête, le rythme de la vengeance, pour nous montrer que c'est le fait de se voir mère, en fait de se voir maman là quand elle est en face de sa fille qui a forcément grandi, qui va interrompre sa détermination, qui va interrompre sa quête de vengeance en fait. En tout cas, du moins, elle va se questionner sur sa quête de vengeance. Et donc, on va avoir une scène de plus de 30 minutes où ça va être des chants contre chants, des discussions, des machins. Et c'est ça qui est juste fabuleux. Alors, je sais qu'à l'époque, ça a beaucoup clivé, ça a beaucoup déçu parce que des gens disent « Ouais, non mais attends, moi je m'attendais à un truc de fou au moment où elle rencontre Bill. » Parce que c'est vrai que le film s'appelle quand même Kill Bill. Donc, si tu veux, on peut quand même comprendre la déception. Mais en même temps, moi, c'est ce pourquoi j'ai toujours aimé justement ce final. C'est que on ne cède pas à ce truc tellement attendu que bon, ok, alors on serait dit, ouais, alors d'accord, déchaînement de violence, ok, mais c'était trop attendu. Et là, le truc, c'est que lui, il a autre chose à raconter, il a autre chose à dire. Donc, le fait de se voir mère, effectivement, et le fait aussi qu'on est dans quelque chose de très crédible. On est dans une scène qui représente finalement une réunion de famille, et c'est vrai que tu as toujours envie d'épargner la violence à tes enfants. C'est-à-dire que dès que tu es en face de ton enfant, tu as envie de lui épargner des discussions trop violentes, trop dures. Donc là, et forcément, les deux parents vont vouloir lui épargner à la petite fille justement ce bain de sang que nous spectateurs on réclamait, et c'est ça aussi la force de cette scène. Alors après, tu as évidemment toute une allégorie sur les super-héros, sur Superman, et qui va questionner en fait l'ADN même du personnage de Black Mamba, c'est-à-dire en fait qui est-elle, est-ce qu'elle est une tueuse ou est-ce qu'elle est une mère, voilà. Et donc en fait on te pose cette question. Alors tout dépend du point de vue que toi tu as envie d'adopter. J'ai envie de te dire que Tarantino te laisse le champ libre sur cette question, c'est-à-dire que selon David Carradine, selon Bill, c'est une tueuse et elle ne pourra jamais s'en défaire, et selon elle, selon Black Mamba, en fait c'est pas une tueuse quoi. À partir du moment où elle a été enceinte, elle n'est plus devenue une tueuse, elle est devenue une mère, elle est devenue pas une vraie femme, parce qu'après tout tu peux être une vraie femme et être une tueuse, mais elle est devenue voilà une mère. Elle a préféré adopter ce point de vue-là et de tout arrêter, ce qui peut être aussi le cas si on prend la vie hors Kill Bill de beaucoup de femmes. T'as beaucoup de femmes, à partir du moment où elles deviennent mères, elles changent vis-à-vis de leur mari, elles changent vis-à-vis de leur compagnon, une autre vie si tu veux, elles prennent le chemin d'une autre vie quoi, voilà, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus le même rapport à la vie qu'avant. Et donc c'est exactement ce que te montre Tarantino dans ce final, c'est-à-dire que Black Mamba a décidé d'épouser une autre vie, mais quelque part elle est encore les deux quand même, puisque on va forcément avoir cette vengeance sur Bill. Il va falloir que Tarantino termine son film là-dessus quand même. Donc là, une fois de plus, on va pas avoir un final comme dans le premier Kill Bill, quand elle est sur Orenishi. On va avoir là clairement une scène mais improbable de baston avec les deux protagonistes assis sur une chaise. Ils vont bouger sur la chaise, etc. Et puis, il va y avoir ce final où elle va pas le tuer au sabre, mais elle va le tuer évidemment avec la technique de Pai Mei. C'est là où toutes les séquences d'entraînement avec le maître chinois prennent évidemment tout son sens. Donc c'est juste fabuleux ce final où, encore une fois, tu ne t'attends pas à comment, de quelle manière elle va le tuer, et alors que toi tu t'attendrais qu'il y ait vraiment un gros duel au sabre, je sais pas, qu'elle lui tranche la tête, qu'il y ait beaucoup de sang, etc. Et non, Tarantino ne nous donne pas ce qu'on avait envie de voir. En tout cas, il ne nous donne pas ce qu'on attendait de lui, et c'est ce que moi je trouve très très fort dans ce final. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur ces deux Kill Bill. Beaucoup dans les commentaires m'ont dit dans la première vidéo qu'effectivement on ne peut pas séparer les deux films. Oui et non, c'est-à-dire que effectivement c'est une longue histoire, de 4 heures. En même temps, j'ai toujours envie de les séparer parce que je trouve que en termes de genre, on est quand même dans deux choses très différentes, très différentes. Je le redis, le premier c'est vraiment, on dirait presque un film des fois de la Shaw Brothers, et le 2 on dirait vraiment un film produit par Sergio Leone quoi. Donc on est vraiment dans quelque chose de très différent, toujours avec la même histoire, les mêmes codes. Dans le premier c'était le questionnement, dans le deuxième c'est les réponses. Donc on est clairement dans un même univers, mais
avec une utilisation de codes cinématographiques différents. Et je me demande quand même si on l'a vu beaucoup de fois dans l'histoire du cinéma, hein, ce genre de choses au sein d'une même histoire, scinder les choses et les raconter de manière différente, en tout cas avec des codes cinématographiques différents. C'est quand même assez unique dans l'histoire du cinéma et ça Tarantino l'a fait. Et rien que pour ça, c'est pour ça que je considère que Kill Bill pour moi c'est vraiment une des meilleures choses qui sont arrivées à la carrière du réalisateur, au cinéma même, avec évidemment Reservoir Dogs, même si on en reparlera, il y a d'autres choses très très bien chez Quentin Tarantino, il y a des choses moins bien, on en reparlera également. J'essaierai de faire d'autres vidéos à partir de la semaine prochaine, entrecoupées d'autres choses, pas que de Quentin Tarantino. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!